Bonsoir, bienvenue au Centre de l'Universalité. La conférence de ce soir, c'est Apprendre à dire non. Je pense que notre invité, Daniel, je pense que c'est un petit bout de temps qu'il n'y a pas trop de misère avec ça. En tout cas, il va nous montrer comment on peut jauger cette composante psychologique qui nous amène bien des problèmes des fois. Alors, je vous rappelle que à l'achat du billet de la semaine prochaine, vous avez la cassette de la première partie gratuitement. Et la prochaine conférence de Daniel, ça va être vendredi prochain et aura pour titre Pourquoi vivez-vous? Il y a 2 semaines, il avait fait une conférence sur pourquoi on va mourir. Et en fait, là, c'est peut-être la contrepartie à ça pour les gens qui veulent aller jusqu'au fond de la question. Je pense que ça va être une conférence assez spéciale. Le mini-séminaire sur l'organisation du succès donné par Daniel est complet pour mercredi prochain. Il y a encore quelques places pour la semaine prochaine. Ce mini-séminaire est gratuit pour les personnes intéressées et il débute à 17h30. Les personnes qui veulent y participer doivent réserver à l'avance. Pour cela, voyez Pierre en arrière. Donc, sans plus tarder, on va accueillir Daniel Kem. Bonsoir, Daniel. C'est ce que je fallait dire. Bonsoir, Daniel. T'es rendu compte, Guy, je pensais à ça tout à l'heure en m'en venant. C'est la, je sais pas combien, 220e fois peut-être, si a plus que ça. C'est presque, on approche des 300 fois que je monte sur cette plateforme. On finit par en prendre l'habitude, là, ça continue. Toujours une deux marches. Hein? Ouais. Une chance. Bon, la conférence de ce soir qui est Apprendre à dire non. Moi, personnellement, je sais que c'est quelque chose que j'ai eu de la difficulté longtemps. Je suis pas tout seul, je pense. Et Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Seul. C'est ça, dans le fond. Hein? Ce serait facile de dire qu'en gang, c'est plus facile, mais si on regarde le mécanisme en arrière de ça, si on regarde l'enfant qui, à un moment donné, dans sa crise de négation, à un moment donné, dit non à sa mère pour garder ou trouver son identité, finalement, se détacher de l'identité de sa mère. Et c'est comme si, à un moment donné, à l'âge adulte, ce serait mieux de le faire avant, je suis d'accord. On a aussi à dire non à la collectivité pour aller vers notre individualité. C'est comme une autre étape qu'il faut franchir. Sinon, je pense que, tu sais, des fois, on dit non, mais moi, je me rappelle, en tout cas, je veux parler des expériences personnelles, on va laisser ça général, mais souvent, on dit non à quelqu'un et par le fait qu'on a dit non, on sent qu'on lui a donné un choc trop fort. Là, il est porté à recorriger et on dit un non qui veut dire un non oui, tu sais. Fait que ça veut dire qu'il y a une perte d'énergie dans ce mécanisme-là automatiquement, tu sais. Alors, j'aimerais ça en soir que tu nous parles de l'énergie qu'on peut aller récupérer quand on sait quand dire non, quand on sait quand dire oui. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à aller chercher en énergie là, à ce niveau-là. Tu veux que je te parle de ça? Ou quelque chose de plus intéressant. Non. Ça commence bien. Donc, tu parles de ça. Bon. Alors, effectivement, aussi facile à écrire non, aussi facile à écrire oui. Beaucoup plus facile à dire oui que non. Lorsque l'humain commence à prononcer le mot non, comme le disait Guy, c'est lorsqu'il commence à découvrir sa propre identité. Et étant donné que l'éducation est une éducation qui est collective, qu'elle soit dans la famille, qu'elle soit au niveau social, qu'elle soit militaire, religieuse, morale, philosophique, elle tend à interdire à l'humain cette individualisation. Alors, lorsque l'enfant découvre qu'on lui interdit d'être lui, d'avoir ses propres pensées, d'avoir ses propres émotions, d'avoir ses propres désirs d'expérience, il se doit de développer un mécanisme de protection qui va être le non. Alors l'enfant dit non. Mais lorsqu'une personne dit non, elle s'individualise, elle se détache. Et si elle se détache, cela veut dire qu'elle devient moins manipulable. Étant moins manipulable, cela veut dire qu'elle fuit le pouvoir de manipulation qu'a celui vers lequel le non est dirigé.
Si on parle de l'enfant, cela veut dire que lorsque l'enfant dit non à ses parents, il se désassujettit de la manipulation de ceux-ci. Coupant la manipulation des parents vers lui, il s'identifie, donc il se prend en main. Mais les adultes ont appris à s'identifier dans ce pouvoir qu'ils ont de manipuler les autres, en l'occurrence leurs enfants. Un père ou une mère qui se respecte éduque, c'est-à-dire dirige les enfants. Pense pour eux ce qui est bien, pense pour eux ce qui est mal, pense pour eux ce qu'ils aiment, pense pour eux ce qu'ils n'aiment pas, et les instruit à devenir du monde convenable, du monde normal. Lorsque l'enfant dit non, en plus de s'identifier, il exprime par le fait même que ce que les parents ou ce que les autres veulent lui amener ne fait pas partie de sa conscience à lui. Étant donné que l'être humain est un être collectif, que l'être ancien, l'homme ancien, la femme ancienne et l'enfant ancien sont des êtres collectifs, le fait que quelqu'un ne veuille pas embarquer dans la collectivité consciente ou le parent dans lequel le parent vit ou le parent fait partie, cela veut presque dire pour le parent que sa conscience collective n'est pas bonne. Alors si quelqu'un vient frapper à ma porte et il me dit « Je t'amène la bonne nouvelle », et moi je lui réponds « Non ». C'est un peu comme si je lui disais que sa bonne nouvelle n'en était pas une, alors qu'en réalité je veux lui dire « Non ». Je veux me couper de lui. Alors, le non est frustrant pour celui qui l'entend et bénéfique pour celui qui le dit, bénéfique parce qu'il force son identification, donc sa libération, et frustrant ou insultant pour celui qui l'entend, pour la simple raison qu'il a l'impression, lorsqu'on lui dit non, que ce qu'il amène n'est pas bon et que lui est en tort. Je donne un exemple plus facile à comprendre. Dans le couple, souvent, lorsque l'un des deux conjoints demande quelque chose à l'autre et que l'autre lui répond non, le premier va se faire une philosophie de la vie qui va être celle-ci. Bon, ben, je te demanderai plus rien, c'est toujours non. L'autre devra donc essayer de lui expliquer, non, tu peux me demander des choses, sauf qu'il y a des fois que ça ne me tente pas. Ça te tente jamais. On le sait, avec toi, ça te tente jamais. Alors, le non a frustré et on essaie quand même de récupérer par manipulation l'autre, alors ce qui fait qu'on essaie de forcer l'autre à transformer son non en oui. L'un des mécanismes les plus dangereux chez l'humain, c'est ce mécanisme de manipulation par culpabilité. Vous ne pouvez pas dire non parce que vous allez frustrer, vous allez faire mal à l'autre. Et au nom de se faire mal à l'autre, vous devez donc dire oui, même si vous faites mal à vous. Il faudra qu'un des deux parties souffre, autant que ce soit l'autre. C'est intelligent. Parce que si c'est vous qui va vous prendre en main pour vous rendre la vie moins souffrante? Personne. Et vous n'aurez pas le temps de vous occuper de vos affaires parce que vous allez être occupé aux affaires des autres parce que vous allez leur avoir dit oui. Chaque fois que vous dites oui à quelqu'un, c'est de l'énergie que vous lui donnez et c'est souvent du temps et même de la matière que vous lui donnez. Est-ce que cela veut dire que l'on doit cultiver le non? Non. Cela veut dire qu'on doit sortir de la culture du oui et ne pas tomber dans l'autre extrême. Être capable de dire non au niveau humain, c'est déjà être capable de s'identifier, c'est donc déjà être capable de couper des limitations, des manipulations qui nous obligent à faire de notre vie une vie qu'on ne veut pas faire. La majorité d'entre les personnes qui se conscientisent ont toujours derrière eux une vie qui, dans l'ensemble, aurait pu être autre chose, selon eux. Ça ne veut pas dire qu'elle leur déplaît nécessairement, mais ça veut dire qu'ils ont une vie presque d'emprunt. Ils n'ont pas la vie qu'ils auraient voulu faire.
habituellement, c'est parce qu'on a dit des oui là où on aurait dû dire des non. Oh, je ne fais pas juste parler de ceux qui se sont mariés. Je parle de beaucoup d'autres cas. Le mariage, c'est une bonne chose, lorsque l'on sait ce que l'on fait. Le mariage peut devenir une bonne chose si on n'a pas su ce que l'on faisait. Mais de toute façon, on n'a pas la vie que l'on aurait voulu. Alors, est-ce que ce serait le temps, à un moment donné, de penser à avoir une vie plus résonante avec ce qu'on a besoin, au lieu d'avoir une vie résonante avec ce que les autres ont besoin? Je donne souvent cet exemple, je le redonne encore parce qu'il est extrêmement important. Du fait que si moi je m'occupe de Guy, que Guy s'occupe de moi, on est altruiste, on est humain, on est serein apparemment, tout est merveilleux. Lorsque moi je donne à Guy ce que moi j'aimerais avoir, mais que Guy ne veut rien avoir, ne veut rien savoir, je lui donne des choses qui ne comblent pas son bonheur, son manque de bonheur. Alors automatiquement Guy est malheureux et Guy va essayer de trouver chez lui ce qui lui manque, et pour bien s'occuper de moi, il va me donner ce qui lui manque. Ce que moi je n'ai pas besoin. Alors je m'occupe de Guy à ma façon, il s'occupe de moi à sa façon, et tous les deux, à un moment donné, on va en arriver à se maudire l'un l'autre, parce que lui ne me comprend pas, parce que lui devrait savoir, parce que lui est imbécile, parce que lui, etc., 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 et lui pourra aussi me traiter d'un paquet de noms, pour la simple raison qu'on sera tous les deux en dissonance. Si un jour je décide de dire à Guy que je m'occupe plus de lui, et que moi je m'occupe de moi, alors on va dire de moi que je suis égoïste. M'occupant de moi, je deviens en plénitude, ce qui fait que je libère Guy. Je n'ai plus besoin de lui. Lui, libéré de moi, peut donc mettre ce temps à s'occuper de moi, à s'occuper de lui. Alors, vu qu'il n'a plus besoin de s'occuper de moi, il s'occupe de lui, ce qui fait qu'à un moment donné, il devient lui aussi en plénitude. Alors, il est parfaitement parfait, dans le sens humain des mots, et je suis moi en plénitude de vie, je suis serein, et je ne dépends plus de Guy pour être bien, je ne dépends plus de Guy pour être moi. Ça, c'est couper la conscience collective. Cela veut dire que je ne demande plus à Guy comment je devrais me sentir, je ne demande plus à Guy comment je devrais penser, je ne demande plus à Guy comment je devrais m'habiller pour lui faire plaisir. Je dis à Guy que si tu es malheureux lorsque tu me vois, ça te regarde. C'est comme un peu le principe d'Adam et Ève. Ça regarde Adam et Ève, ça ne regarde pas l'humanité. Bien que génétiquement, il y a eu un processus, disons, de réincarnation de leur connerie. Et ça ne s'est pas passé comme on explique dans la Genèse, évidemment. C'est passé un peu différemment, quoique c'est bien figuré dans la Genèse. Mais Adam, c'était un peuple, et Ève était la femelle de ce peuple. Lorsque l'humain se prend en main, il y a deux formes d'égoïsme. Il y a un égoïsme où vous prenez vos propres énergies pour vous. Et ça, c'est un égoïsme intelligent, écologique. Parfait. Et il y a un égoïsme où on veut prendre l'énergie des autres pour soi. Et ça, c'est inharmonieux, inintelligent, inécologique, imparfait. Alors, l'humain fonctionne de quelle façon? Parce que l'humain ne veut pas être égoïste, l'humain devient altruiste. Et dans ce mécanisme d'altruisme, bien souvent, il suce l'énergie des autres parce qu'il reste égoïste. Être capable de dire non, ça ne veut pas seulement dire être capable de dire non à quelqu'un. Ça veut dire aussi être capable de dire non à des manipulations. Ça veut dire être capable de dire non à des plans astraux, à des plans reliés au monde des morts, à des plans reliés au monde des mémoires, au monde de l'émotion, qui essaient sans cesse de vous manipuler. Ça veut dire être capable de vous déconnecter d'une conscience collective, rassurante, sécure, mais fausse, pour arriver à vous connecter à une conscience individuelle, la vôtre, conscience que vous allez découvrir, donc qui est neuve, donc insécure parce qu'inexpérimentée, mais vraie. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Lorsque l'humain se pose cette question, lorsque l'humain s'assoit sur son siège et qu'il se demande « Qu'est-ce qui est bon pour moi? Véritablement bon pour moi? » Alors, il y a des réponses qui défilent dans sa tête.
Et ces réponses peuvent être générées par ce contact avec la conscience collective. C'est-à-dire, ces réponses peuvent être générées par son instruction, par sa morale, par les limitations qu'il a expérimentées dans le monde humain dans lequel il vit. Alors, si l'humain se dit « Qu'est-ce qui peut être bon pour moi ?» l'humain peut se répondre « Pour moi, ce qui peut être bon, ça peut être d'aider les autres. » Réponse collective. On instruit les enfants, on instruit l'humain à aider les autres. Moi, je veux bien vous instruire à m'aider. Comme ça, je pourrais m'asseoir, rien faire, et je pourrais vivre comme il faut. Alors je dis, j'ai faim. Vous devriez me donner un peu d'argent. J'ai faim, je souffre, c'est de votre faute. Alors vous vous sentez mal dans votre conscience et vous me donnez un peu d'argent pour vous sentir bien dans votre conscience. Et moi, moi, je me fous carrément de la conscience. Moi, j'ai de l'argent, je mange. Et après ça, je dis, c'est plate. C'est plate de vivre avec vous autres parce qu'on s'ennuie, on ne fait jamais rien. Je vous force donc à innover, à inventer des jeux, à inventer des sports, à venir me distraire, à vous occuper de moi, à perdre de votre énergie pour moi. Sinon, encore une fois, vous allez vous sentir coupable. Vous allez vous sentir mal dans votre conscience. Pour bien vous sentir dans votre conscience, vous allez faire un effort pour venir m'aider. Alors qu'en réalité, vous ne m'aidez pas, vous me nuisez parce que vous m'empêchez totalement d'apprendre à me prendre en main. Vous me faites passer le temps et vous passez le vôtre. Vous souffrez, je poursuis ma souffrance parce que continuellement j'ai peur qu'un jour, vous allez cesser de vous occuper de moi. Je souffre de cette peur. Et vous souffrez parce que continuellement vous fonctionnez à l'envers de vous-même, manipulé par la souffrance que j'instaure et instruis chez vous, de façon à pouvoir vous manipuler et à vous garder comme esclave. Et c'est comme ça que les sociétés fonctionnent. Toutes les sociétés, toutes, elles ont fonctionné comme ça et elles fonctionnent encore comme ça. Et pendant un laps de temps, dans plusieurs pays, ça va continuer comme ça. Mais là où il y aura des humains, là où il y aura des hommes et des femmes qui prendront conscience de la souffrance générée par l'assujettissement collectif, lorsqu'il y aura des humains qui seront capables de dire non dans leur conscience à des mécanismes qui ne sont pas pour eux, veut pas, le peuple change. Et les gouvernements changent quand le peuple change. Être capable de dire non, cela veut dire que je m'assois sur moi-même et je me demande qu'est-ce qui est bon pour moi. Chaque fois qu'un humain daigne bien se poser cette question-là plus qu'une fois, il a des réponses. Il a des réponses qui ne viennent pas de son éducation, il a des réponses qui ne viennent pas de sa mémoire, qui ne viennent pas de l'assujettissement à la conscience collective. Alors il ne dit plus, peut-être qu'au début il va dire « aider les autres ». Alors il poursuit « est-ce que ça c'est réellement bon pour moi ?» Commence par t'aider, t'aider les autres après. C'est ajuster. Qu'est-ce qui est bon pour ma santé? Vous allez voir un paquet de réponses défiler. Lorsqu'une personne a la volonté, l'intelligence d'écrire ses réponses, parce que l'être humain oublie, on se charge de lui faire oublier. L'être humain écrit ses réponses, et après ça, il se dit, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que le monde va penser? Ça, je ne peux pas faire ça. Ma femme ne voudra pas, ou mon mari va dire que je suis fou. Ça ici, peut-être, ça nuit pas trop les autres. Bon. Ça ici, non, pas ça, voyons, non, ça, non. Alors, ce qui fait qu'à travers les réponses intelligentes qu'on a eues, souvent on me demande d'où prenez-vous votre savoir? Je le prends à la même place que vous pouvez le prendre. Sauf que vous refusez d'aller le chercher parce que ça va automatiquement vous obliger à changer les choses et ça va surtout obliger votre orgueil, donc votre ego, à s'écraser. À se mettre à genoux devant votre esprit, donc à se mettre à genoux devant votre intelligence, à se mettre à genoux devant vous réel. La farce, l'illusion, l'identification fautive qu'on a de soi devra s'éteindre. Et ça, on ne veut pas. Parce qu'on n'est pas sûr, parce que c'est souffrant. Autant rester identifié dans quelque chose d'imparfait que de risquer une chose parfaite. Alors l'humain est là, puis là, il fait des raies. Il élimine des réponses qu'il a eues. Parce que ces réponses ne lui conviennent pas égoïquement, c'est-à-dire émotivement. Et il doit être capable de dire non à ces stries qu'il va faire sur son papier. Pas juste dire non aux autres, être capable de dire non à ce qu'il y a en dedans. À ce qui le charrie, à ce qui le manipule régulièrement. Continuellement, l'être humain
a la vibration de vouloir s'améliorer continuellement, mais d'une façon intermittente. Et chaque fois qu'il décide, qu'il se restructure, qu'il se réenvisage, qu'il se revoit, il se rebâtit. Et après ça a été reconstruit au niveau idéologique, au niveau structural, il commence à éliminer des choses parce qu'il n'est pas capable de dire non à ce que son émotion vit. On peut en prendre des exemples. Est-ce que vous vous êtes vêtu ce soir en fonction d'une intelligence d'écologie? Est-ce que votre corps physique est harmonieusement bien vêtu ou si c'est plutôt votre corps psychologique, vos émotions qui sont bien vêtues? Il y a certains climats, l'été par exemple. Je me rappelle, il y a 2 ans, j'avais suggéré au public qui venait aux conférences de venir en pantalon court et habillé à l'aise. Et à part quelques fous, tous les autres sont venus habillés, bien habillés. Donc, bien habillé, c'est quoi? S'habiller propre. Habiller propre, c'est quoi? S'habiller pour que tu restes pas propre longtemps quand il fait chaud. C'est ça, habiller propre. Alors, l'être humain, émotivement, préfère ne pas aller dans un endroit où il aura chaud plutôt que de s'habiller pour être bien, parce qu'il sera dans un public. Un public qui pourra le juger. Un public qui pourra dire « T'as-tu vu celui-là? » Et un public qui va carrément oublier 2 secondes après celui-là. Fait qu'en fin de compte, ça ne change rien, mais l'être humain reste manipulé par cette conscience collective. Il doit se placer de façon à être bien physiquement, à être bien par la suite, émotivement, si ça regarde le physique en premier. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qui serait bon pour vous, chacun d'entre vous? Parce que si vous vous asseyez et vous posez des questions, vous allez avoir des réponses. Et des réponses qui dénoteront une intelligence supérieure. Mais automatiquement, l'humain se vérifie les réponses qu'il a eues à ses mémoires. Chaque fois que l'être humain goûte à la vie, il vérifie la vie avec ce qu'elle a été, pour savoir s'il peut lui permettre d'être ce qu'elle est. Alors, l'humain, ayant accès à un savoir instantané, n'étant pas capable de dire non aux manipulations de ce savoir, il ira faire référence dans ses mémoires, et là, il pourra dire « Non, telle chose, j'élimine, telle chose, j'élimine. » Pensez plus. Vous vous placez et vous dites « Qu'est-ce que je pourrais faire pour être bien? » Tout de suite. Mais pensez plus, faites-les. Vous allez faire des choses que vous allez regretter. Parce que vous restez assujetti à une conscience collective, donc vous allez faire des choses que par après, vous allez vous dire, tu sais, j'aurais dû penser avant, non, j'aurais dû être relié collectivement, c'est ça qu'on devrait dire, j'aurais dû penser. J'aurais dû me retenir. Oui, c'est ça, retenez-vous, passez votre vie à vous retenir. Mais si tout le monde se retient, personne ne peut se libérer, sans être jugé. Puis si tout le monde se libère, personne ne peut se retenir sans être jugé. Alors, c'est le même mécanisme, sauf qu'au lieu de le faire fonctionner d'une façon harmonieuse, d'une façon améliorative, on travaille d'une façon évolutive. Si tout le monde se libère, celui qui se retient va être jugé, donc il va se libérer parce qu'il est relié à une conscience collective. Mais ça dérange moins. Au moins, il va vivre correct. Il faudra le brasser aussi parce qu'il faudra qu'il arrive à avoir sa propre conscience. Mais présentement, non, personne ne se libère parce que tout le monde se retient. Être capable de dire non veut dire être capable de dire à tout ce qui tend à nous empêcher d'être soi. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire être soi? Être soi, ça ne veut pas dire exprimer l'apparence d'être soi. Certains, pour être soi, doivent être sous. Est-il possible d'être soi sans être sous, sans être drogué, sans être quelque chose? Est-ce que c'est possible d'être soi tout en ayant conscience d'être soi? Parce que normalement, l'humain essaie d'omnubiler sa conscience pour finir par être lui. Alors, lorsqu'il est chaud, il peut être lui. Mais il n'est même pas tout à fait lui. Il est tout, lui, massivement concentré dans le temps qui est chaud.
Fait qu'il devient collant, il devient tannant, il devient... Bon. Est-ce que c'est possible à l'être humain d'accepter d'être lui consciemment? Est-ce que vous êtes capable, seriez-vous capable d'avoir consciemment conscience d'être vous autres, au lieu d'être consciemment conscient de toujours dépendre d'un cadre moral, d'un cadre d'éthique, d'un cadre collectif? Qu'est-ce qui nuit? Qu'est-ce qui nuit? On a des lois très intéressantes, très originales, parce qu'il y a deux formes de lois, savez-vous? Tout ce que le ciel a créé au niveau planétaire, ça s'appelle la nature. Tout ce que la nature exprime à l'échelle planétaire constitue les lois. Et parler de ces lois, ça c'est enseigner. Moi, je fais de l'enseignement, de l'instruction. Mais je n'élève pas. C'est-à-dire que je ne fais pas de l'élevage. Je ne cultive pas non plus, je ne fais pas de culture. Et ces lois ne peuvent pas être changées. Parce que s'ils peuvent être changés, ce ne sont pas des lois. Et au-delà de ces lois, l'humain place ses propres lois. Et ces propres lois qu'il place sont là pour essayer de contourner les lois naturelles. Alors, il y a des lois de l'humanité, il y a des lois sociales, il y a des lois civiles, criminelles aussi. Comme par exemple, qui dit qu'on ne doit pas tuer. Rien de plus stupide qu'une loi comme ça. On ne doit pas tuer. C'est une loi. Et s'il y a une guerre, alors là, on change la loi. Si c'est pour aller à la chasse, faire un sport, ben la loi ne s'applique pas. Non, on est en train d'être civilisé. Il ne faut pas tuer d'humains. Si tu vas tuer la vache de ton voisin, on te poursuit en criminel, mais pas pour avoir tué. Pour avoir empêché le voisin de jouir de sa vache. C'est typiquement comme ça. C'est un bien que le propriétaire ne pourra plus se servir. On ne parle pas de tuer. Mais savez-vous qu'il n'y a pas grande différence au niveau énergétique dans le plan vital d'une vache, dans le plan vital d'un humain? Oh, l'humain a l'esprit, l'humain a d'autres choses, ok, mais le fait de tuer, c'est ôter la vie, c'est tout. Mais on a une loi qui interdit d'ôter la vie. Alors, si vous vous faites agresser dans une ruelle, vous pouvez peut-être pas ôter la vie. Là, il faudra qu'on regarde, qu'on observe, qu'on fasse un procès pour savoir si vous avez eu raison d'ôter la vie ou non, selon la loi. Parce que l'humain n'est plus capable de vivre selon les lois qui régissent son plan matériel, l'humain essaie de compenser par des lois qui essaient de revenir, qui essaient d'expliquer, qui essaient de restructurer d'une façon peut-être plus adéquate. C'est impossible, mais il essaie. Les lois naturelles. On a déjà eu une loi où on disait que le plus fort avait raison. Cette loi n'a pas changé. Le plus fort a toujours raison. Sauf que maintenant, le plus fort n'est plus catalogué à partir de ses muscles, peut-être à partir de ses connaissances légales, de ses avocats, de son pouvoir financier ou de ce pouvoir qu'on lui donne comme gouvernement. Parce qu'un gouvernement peut contourner des lois. Un gouvernement peut absoudre des lois. Un gouvernement est le plus fort et c'est lui qui va souvent gagner. Être capable de dire non, ça veut dire être capable de légiférer soi-même sur soi-même. Cela veut dire être capable, de prime abord, de s'appliquer nous-mêmes les lois. Ça se prendre en main. Comment on peut se prendre en main si on ne peut pas s'appliquer nous-mêmes des lois? Pourquoi ne pas passer sur un feu rouge? Parce que la loi l'interdit? Si vous avez ça comme réponse, il y a un petit peu de chemin à faire. Pas énormément, mais un peu. Mais ici, c'est parce que c'est tout à fait stupide pour la simple raison que l'autre, il passe à la lumière verte. Fait que si moi, je m'en viens, je passe sur la rouge et que l'autre s'en vient, passe sur la verte, et que tout le monde ne le sait pas, puis qu'on est très bien chronométré, ben, il y aura une dissonance harmonique dans la matière. On appelle ça un accident. Bon. Alors, ce qui fait que moi, je trouve tout à fait logique d'économiser l'énergie.
Ça prend beaucoup d'énergie construire un char et ça prend encore plus d'énergie construire un humain. Donc, moins on altère la matière, moins on altère la vie, moins on altère l'humain, plus on sauve de l'énergie. Ça, c'est de l'intelligence. Alors, j'arrête sur un feu rouge parce que je comprends le principe mécanique des feux de circulation. Mais pas parce qu'il y a une loi qui vient m'empêcher, qui me fait peur. Je me suis créé cette loi et maintenant je la respecte parce que moi, je la conçois. Mais les lois écrites sont là pour les humains qui ne peuvent pas s'auto-considérer comme des personnes individuelles. Ce sont des lois qui sont là pour la collectivité et la loi dans nos sociétés, elle est là pour remplacer les manques d'éducation. Tout ce que vous n'avez pas appris, que vous ne pouvez pas comprendre, on le met en loi. Comprenez-le, comprenez-le pas, c'est comme ça. Alors, l'être humain doit apprendre à dire non à tous ces mécanismes collectifs, même les mécanismes de loi. Si une personne veut en tuer 5, moi, je peux tuer la personne. Si 5 personnes veulent en tuer une, moi, je ne peux pas tuer les 5 personnes. Ça prend plus d'énergie reconstruire 5 personnes que d'en reconstruire une. Ah, la loi criminelle fonctionne un peu comme ça. On parle de légitime défense. Mais là, le problème de la loi humaine, c'est qu'elle amène de l'importance à l'émotion que vous avez. Si votre famille veut tuer un gars, vous pouvez les protéger. Mais si 5 gars veulent tuer quelqu'un de votre famille, vous êtes prêt à tuer 5 gars. Donc, il y a encore là une désharmonie, un déséquilibre. L'émotivité de chacun vient créer ce genre de loi. Et c'est parce qu'on est collectif. Parce que si 5 individus veulent tuer quelqu'un de ma famille, si on regarde au niveau énergétique, je ne peux pas tuer les 5. Je peux sauver celui de la famille, mais ne pas tuer les 5. C'est stupide. Mais vu qu'on est relié au plan émotif, si 5 de ma famille veulent tuer quelqu'un, je vais essayer de l'empêcher. Mais je n'irai pas tuer les 5 de ma famille pour sauver l'unique personne. Mais je suis prêt à tuer les 5 intrus pour sauver l'unique de ma famille. Ce que je veux dire par manque de voyance mentale au niveau des énergies. Vu que ça ne peut pas être revu convenablement par l'humain, on met des lois. C'est le même phénomène pour les guerres. On a, par exemple, des indigènes, ça s'est vu fréquemment, et là je parle d'indigènes pour ne pas viser aucun pays, où on a des indigènes qui descendent, qui tuent un ou deux blancs, parce que c'est les blancs qui se vengent, c'est rare que les noirs se vengent. Alors les blancs font une expédition punitive chez les Indiens et en massacrent un bon paquet. Parce que la loi le permet, la loi des blancs. La loi du plus fort, pas la loi du plus faible, pas la loi d'harmonie. Alors les indigènes, s'ils reviennent encore en tuer un ou deux, même qu'il y a eu un temps où les indigènes volaient une vache, et puis on allait tuer les indigènes, expédition punitive. Il n'y a pas une expression tout à fait humaine qui dit que la guerre, c'est la guerre. Donc on peut s'absoudre des lois. Lorsque les Américains ont été pilonnés la Libye, ils ont tué des enfants. Ils ont tué des innocents. Non, il n'y a pas d'innocents sur la planète. Ou bien ils sont tous innocents, un ou l'autre. Mais ils ont tué des humains qui, comme tels, n'ont rien à voir avec le but militaire de l'opération, le but militaire vanté, celui de restreindre le terroriste. Mais que voulez-vous? C'est ça. C'est la guerre. Lorsqu'une bombe tombe, il y a toujours les vents qui poussent ce qu'on veut pas, comme sur les ambassades françaises. Il y a toujours des choses qui se passent, puis il arrive toujours des principes qu'on ne peut pas trop connaître. Par contre, j'ai jasé avec un Vietnamien, moi, qui m'a dit que 3 avions de chasse américains se promenaient au-dessus d'une petite ville du Vietnam. Le premier patrouillait pour observer l'horizon, et il a des radars qui lui permettent de diagnostiquer quel type d'avion vole à plus de quelques centaines de milles de kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres, pardon, et il est capable de tout savoir sur cet avion, sauf la couleur des sous-vêtements du pilote. Alors lui, il patrouille en haut. Je crois qu'il y a une trentaine ou 40 d'avions comme ça encore aux États-Unis, et on en fabrique un par 3 mois. Bon.
Pendant qu'un autre avion de chasse se mettait très très loin, se dirigeait vers quelque part dans la petite ville, et il émettait un rayon laser qui servait de direction au missile largué par le troisième qui se plaçait dessus. Et ce missile a traversé une pièce, il a brisé une vitre, petit missile de rien, il a traversé une pièce complète pour exploser dans le bureau où on voulait éliminer 3 personnes. Et ça marche. Et par la suite, on dit, le vent pousse les bombes et on ne peut pas contrôler. On ne veut pas. Pourquoi on ne veut pas? Parce que la guerre, c'est la guerre. Donc, on démolit des lois. Mais si chaque être humain s'autogère lui-même à partir de ses propres lois, mais attention, je répète qu'il y a 2 formes d'ego, ou 2 formes d'égoïsme. Si vous avez des lois émotives, collectivisez-vous. On a fait les lois collectives pour ceux qui avaient des lois émotives. Si vous êtes capable d'avoir des lois mentales, des lois reliées à l'équilibre, des lois reliées à l'écologie, des lois conséquentielles, des lois harmonieuses, vous pouvez vous gérer vous-même. Donc, vous vous décollectivisez. Ce qui fait que vous êtes capable de dire non. Qu'est-ce que ça veut dire, non? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous recevez une contravention que vous ne pensez pas mériter, vous la contestez. Mais rares sont ceux qui vont le faire. Pas au niveau collectif, la contestation, c'est que vous instruisez votre propre personnalité, que vous êtes capable de légiférer vous-même sur vous. Étiez-vous correct ou non? Vous roulez à 105 km ou à 110 ou à 115 km à l'heure dans une zone de 100, sur une autoroute le soir où vous êtes seul, et là, il y a un policier qui vous donne une contravention, vous ne l'engueulez pas, il fait ce qu'il doit faire. Mais est-ce que, selon vous, vous avez commis une imprudence? Est-ce que vous étiez un danger public? Est-ce que vous étiez un pollueur invétéré? Est-ce que vous étiez légiféré sur vous? Si vous vous sentez coupable par le fait que vous avez un billet, c'est faux, c'est stupide. Il y a eu un temps où la limite de vitesse était 60 000 à l'heure. On l'a descendu à 55 000 à l'heure. Si c'était bon un temps, c'est plus bon un autre temps. Puis là, on a des contraventions. Moi, je roule comme il me plaît de rouler, selon le cadre écologique dans lequel je roule. Me légiférant moi-même et non pas par la collectivité, cela me permet de rouler à 120, 125, 130, 135, 140, là où ça me plaît. C'est-à-dire là où ça me plaît mentalement, là où je sais que c'est parfait. Et je roule à 30 km. C'est pas beaucoup en 1000 à l'heure. Dans des zones scolaires où c'est indiqué 30 km à l'heure et où il peut y avoir des enfants. Tandis que ceux qui apparemment respectent la loi roulent à 110, 115 sur l'autoroute et à 50, 55 dans les zones scolaires et à 60, 65 dans les zones de 50. Là, même là où il y aurait du danger. Si chacun d'entre vous seriez capable de vous légiférer vous-même, lorsqu'il y a un autobus scolaire d'arrêter, il ne faudrait pas qu'on invente un stop qui vous flash d'en face, il ne faudrait pas qu'on mette un paquet de phénomènes, il ne faudrait pas demander au chauffeur d'autobus de se placer en travers dans la rue, pour bord à rue. Non, vous vous arrêteriez et vous comprenez, vous seriez capable de comprendre l'intelligence, de ne pas écraser des vies pour rien. Alors, on n'aurait pas besoin de mettre des lois particulières et d'augmenter. Prenons l'alcool au volant. Si l'humain est capable de s'auto-légiférer, s'il est capable de s'auto-régir, on n'a pas besoin d'amplifier, de réamplifier. Ce n'est pas en mettant un humain en prison pendant 10 ans qu'on l'instruit à avoir des lois propres à lui pour pas prendre de mots trop complexes. On le met en prison pour qu'il apprenne à développer sa morale, pour qu'il ait une conscience, qu'on dit. On le met en prison pour qu'il s'assujettisse à la conscience collective. Mais on ne le met pas en prison pour qu'il s'implante lui-même une conscience. On ne fait pas ça. Si moi je dis c'est la guerre demain, alors venez prendre vos fusils, puis tout le monde dit ben voyons non, c'est toujours illégal de tuer. Oui, mais là c'est la guerre. Mais ça ne change rien. Moi sur le front, on m'en tue qu'un ou deux. En gang, on m'en tue un paquet, fait qu'en gang, c'est pas grave. Mais moi, personnellement, j'en tue un ou deux. C'est la même chose que dans la rue. Puis à moitié, moi, tuer dans la rue, moi, les tuer. Ce sont nos ennemis. Ouais, c'est ça. Comme le voisin. Le voisin, il pile sur ma pelouse. Il casse ma haie.
Il bat mon chien. C'est un ennemi, le voisin. Je ne peux pas le tuer. C'est pas un ennemi collectif. Je peux pas le tuer. Mais le Russe ou l'Afghanistan, ou l'Afghan, ou etc., si c'est un ennemi collectif, c'est-à-dire que c'est pas un ennemi à moi, c'est pas à toi, c'est pas à toi, c'est pas un ennemi de personne ici, mais c'est un ennemi de toute la gang. Mais à personne personnellement, mais à toute la gang collectivement. Ça, c'est un ennemi collectif. Vous le connaissez pas, vous n'avez jamais rien fait, mais vous pouvez le tuer. Ça, c'est un ennemi collectif. Être capable de dire non, pas parce qu'on a peur de la guerre, parce que s'il faut la faire, faisons-la. Mais être capable de dire non parce que nous, personnellement, proprement, ça vibre pas, ça va pas. Pas parce que j'ai appris que la guerre tuait, pas parce que j'ai appris que la guerre était pas belle, la guerre était mauvaise. Non, la guerre, elle a souvent été bonne. Parce que la guerre, elle sert des fois à se défendre. Si les Juifs, dans leur camp de vacances, leur camp de concentration, auraient daigné faire la guerre, ça aurait été une bonne guerre. Parce que tant qu'à mourir, essayons de vivre. C'est écologique, intelligent. La gazelle fait la guerre au lion lorsque le lion saute dessus. Elle ne fait pas une fuir, elle se bat. C'est inégal à pair, mais elle se bat. Tandis que 300 soldats allemands, armés jusqu'aux dents, donc très pesants, très sur deux, contenaient 1000, 10 000, 30 000 Juifs. 30 000 Juifs, quand ça décide de sortir, c'est pas 300-400 soldats allemands qui vont les empêcher de sortir. Ah, il va y avoir 1000 Juifs qui vont se faire tuer. Parfait. Il va y en avoir 9000 qui vont s'en sortir vivants. Mais étant assujettis à la conscience collective, on promettait aux Juifs, lorsqu'ils embarquaient dans les trains, qu'ils s'en allaient vers des champs, vers des terres, où ils pourraient vivre en paix. On les déplaçait. Un peu ce qu'on a promis à nos Indiens ici. Et parce qu'on croyait, parce qu'on se refusait de vouloir envisager quoi que ce soit, parce qu'on préférait, tout le monde le faisait, tout le monde y allait, il n'y a personne qui est revenu nous dire que c'était pas vrai. Fait que les Juifs y allaient. Ils ne pouvaient pas revenir. Ils mouraient à l'autre bout. Être capable de dire non à une guerre, c'est le même phénomène. On fait la guerre contre qui? Contre les Russes. Il y en a beaucoup qui ont peur des Soviétiques. Mais vous ne les connaissez pas. Vous connaissez la propagande des deux clans. J'ai fait de la voile avec un bonhomme assez intéressant, un capitaine de bateau, de voilier, qui me disait que lui, n'importe quand, il est prêt à accepter le régime communiste. Fait que lui serait prêt à aller voir les Russes et aller le dire. Fait que je dis oui, mais il n'y a rien qui dit que le régime communiste est meilleur que le nôtre. Il dit non, mais je ne suis pas pour aller voir les Russes puis leur dire que je suis prêt à ce que d'autres acceptent le mien. Ça, il n'y aura jamais rien. C'est un fait. C'est un fait. Alors, vu qu'on est collectif chacun de notre côté, ben alors on se crée des égrégores, des propagandes, des formes pensées qui finissent par remplacer le contact qu'on aurait, qui finissent par remplacer la réalité. C'est sûr que les Soviétiques sont dangereux. Ils ont peur de nous autres. Puis eux autres peuvent dire la même chose. C'est bien évident que les Américains sont dangereux. Ils ont peur de nous autres. Celui qui aura plus peur attaquera en premier. Mais qui va se battre contre qui? Des collectivités. Alors, se désassujettir des consciences collectives, certains vont dire, oui, mais si tout le monde va à la guerre, j'aurais pas bien le choix. Ça change quoi? C'est pas ça qui t'empêche d'être individuel dedans ta conscience. Ça change rien au niveau de la conscience. Je ne vous parle pas de la forme. Si je décide qu'à 3 heures du matin, je peux passer feu rouge direct, essaye. En espérant qu'il n'y aura pas un autre conscientisé de ta manière dans la ville. Parce qu'à un moment donné, tu n'arrêteras pas ses verres, toi. Hein? Ben lui, il risque de passer ses rouges aussi. Si on est mental, on comprend ça. Fait qu'on arrête. Ça veut-tu dire qu'obligatoirement, juste qu'on doit passer 5 minutes à attendre qu'un feu rouge passe vert quand il n'y a rien, puis il est 4 heures du matin dans une ville? C'est à vous de décider. Il faut comprendre que l'être humain, je donne des exemples terre à terre au niveau de ces mécanismes-là. C'est sûr que l'être humain qui est régi émotivement, il voit un auto de la police, puis il se dit, ben, je passe pareil, hein, puis j'irai contester. Il marche émotivement, il veut se prouver qu'il a raison. Il veut se prouver qu'il est bon. Là, il est manipulé par la conscience collective, anti ce qui est établi. C'est collectif.
Dans une école secondaire, il y a plusieurs années, il y avait des uniformes obligatoires, cravate, veston et pantalon de ville et souliers de ville. Les jeunes détestaient les uniformes, ils ont fait des grèves, ils ont tout cassé, puis à un moment donné, le directeur leur a dit « Parfait, la semaine prochaine, plus d'uniforme. » Ils sont tous arrivés habillés en jean, tout habillés en bleu. Toutes des running shoes, toutes des culottes pareilles, toutes des côtes pareilles, toutes des chandails pareils, tout pareil. Plus d'uniforme. Brillant, maudit. Puis depuis ce temps-là, ils sont plus d'uniforme. C'est ça la conscience collective. Eux autres ont une conscience anti ce qui est instauré. Mais pas anti-collectiviste. Absolument pas. C'est pour ça que les modes fonctionnent. Pourquoi un morceau de musique que vous aimez est plus bon parce qu'il est plus à mode? C'est ça. Vous aimez pas la musique, vous aimez être comme tout le monde. Être capable de dire non. Être capable de sortir son disque de Beethoven, le mettre sur sa table tournante, puis de l'écouter, puis de trouver ça beau. Puis quand tu invites quelqu'un, tu le caches pas. Mais c'est ça, être capable de dire non. Si l'autre te dit, sais-tu, t'as de la musique pas mal bâtarde, hein, tu sais, je sais pas, je te pensais pas comme ça. Bon, ben, pense-moi de même, parce que c'est comme ça que je suis. C'est ça, être capable de dire non. Là, il essaie de vous rentrer dans sa collectivité. Non, rentrez-le pas dans la vôtre. Si t'aimes pas ça, je peux arrêter le disque, mais moi, j'aime ça. Ah, ben, je te pensais plus évi que ça. Je te choisis de plus. Comment pouvais-tu me penser plus évi que ça, hein, qu'en me voyant habillé dehors dans la rue? Fait que cesse donc de penser tout croche, puis du moment que tu vois quelqu'un, tu t'imagines qu'il est comme toi. Tu sais, cesse donc. Mais dites-lui même pas ça. Prenez votre disque, mettez-le là, mettez je sais pas quoi. Si vous n'avez pas de disque pour lui, ben demandez-y de l'amener la prochaine fois. Ben non, normalement, on va aller l'acheter. Pour bien recevoir le monde. C'est une vraie farce. Être capable de dire non, ça, on est capable par ce fait-là même de ramasser tellement d'énergie pour soi qu'on en arrive presque à être heureux. On élimine un paquet de maladies, on élimine un paquet de fatigue, on élimine un paquet de stress, on apprend à se découvrir, le potentiel qu'on cache parce qu'on l'obstrue par rapport à ce qu'on pense qu'on est, finit par sortir, donc on apprend à se découvrir. Apprenant à se découvrir, les autres finissent par apprendre à nous découvrir comme qu'on est, non pas comme qu'ils veulent qu'on soit. Puis veut pas, ça force les êtres collectifs à un moment donné à faire comme vous autres. Ce qui est impeccable. Alors, ils vont finir, eux autres aussi, par finir par penser que peut-être qu'il faudrait qu'ils pensent comme eux autres. Ils vont finir par être de plus en plus libres, puis ils vont finir par être capables de dire non quand ça le tente pas, puis de dire oui quand ça le tente. Mais pas de dire oui toujours parce qu'ils ne savent plus. Être capable de dire non, c'est pas juste à autrui, je répète. C'est bien évident qu'il y a de temps en temps, il faut dire non à ses enfants. Il faut dire non à sa femme, non à son mari. Pas crier. Souvent, quand on dit non, on le dit toujours d'une façon tellement bête que ça double frustre la personne à qui on le dit. Pourquoi on le dit d'une façon bête? Parce qu'on est convaincu qu'un petit non ordinaire ne sera pas accepté. Fait qu'on l'appuie déjà. Lorsque j'étais à bord de mon propre voilier, il y avait un personnage qui me disait « Moi, j'ai fait une immense sculpture. J'étais jeune à l'époque. Et je t'ai demandé un jour si tu peux m'amener une hache. » Il sculptait une immense tête de proue pour mon bateau. Ben, notre bateau. Alors, moi, j'avais dit que j'y fournirais une hache, mais je savais très bien que j'aurais pas le temps de commencer à chercher une hache. Fait qu'il me dit, pourquoi tu m'as pas dit non? Moi, j'ai dit, ben, je pensais que j'aurais le temps de t'en trouver une. Il dit, peut-être, mais ça aurait été mauditement mieux si tu m'aurais dit non. J'aurais pas passé 2 semaines à attendre que tu m'en amènes une. Je m'en serais trouvé une hache. Il dit, ça serait plus simple. Tu sais, on va marcher mieux. J'ai des émotions, j'ai tout ça, mais c'est pas ça qui règle mon affaire. C'est que là, tu sais, c'est pas un phénomène émotif, ça. T'as-tu une hache? C'est un phénomène pratique. T'as-tu le temps de m'en trouver une? Non. Parfait. On va demander à quelqu'un d'autre qui a le temps. Si personne n'a le temps, je vais m'organiser. Si j'ai pas le temps, on fera caucus. Puis on dira, moi, j'ai pas le temps, personne n'a le temps, fait qu'il faut qu'on fasse de quoi? C'est simple, hein? Bien simple. Mais il a passé 2 semaines à attendre que j'y amène une hache, puis moi, j'avais pas le temps parce qu'il y avait 50 000 personnes. J'exagère toujours un peu. Il y avait 50 à 60 personnes à l'époque qui me couraient après pour que je fournisse un paquet de choses. Fait que moi, je disais oui à tout le monde.
Et puis, évidemment, il y en a un paquet qui trouvait que j'étais menteur, que j'étais ci, puis que j'étais ça. Parce que 50, 60 personnes, tu peux pas arriver à tout fournir ça. Sauf qu'il n'y en a pas un seul qui est venu me voir pour me dire, tu sais, quand je me lève un matin, puis je file pas, je viens te voir, puis je te dis, Daniel, as-tu du temps pour parler? Si ça te tente pas, ben dis donc non. Moi, je vais m'en aller, puis me te comprendre. Puis si ça te tente, dis donc oui, on peut jaser. Puis si à un moment donné, t'es tanné, dis-le. Puis si je suis tanné, moi te le dire. Fait qu'on se sentira pas frustrés, tous les deux, là, puis on va se sentir libre. Génial, parfait. Explique-moi pas ça plus de temps que ça me tente pas de jaser avec toi. Qui s'en allait? Puis depuis ce temps-là, ben moi, j'ai vécu mauditement mieux. Sauf qu'il y a un maudit phénomène qui va se passer, c'est que si vous vivez honnêtement avec vous, les autres vont essayer de vous charrier, les autres vont essayer de vous culpabiliser, les autres vont vous dire que vous n'êtes pas honnête avec eux. Alors, un matin, moi, je me lève, puis là, les enfants vont pas aller à l'école, puis « Hey, mes céréales sont pas prêtes? » Non, un matin, filait pas. Mais je t'ai sorti tes cossins un peu, tout est là, pas de problème, puis je t'ai réveillé 10 minutes avant le temps, fait que tu peux tout faire. Parce qu'on ne prend pas quelqu'un par surprise de même. Tu sais, la personne qui se lève toujours 5 minutes juste avant qu'elle parte, si c'est ce matin-là, vous décidez que vous ne préparez rien, c'est évident qu'elle va arriver en retard. Elle ne peut pas bien aimer ça. Avertissez-la. Préparez-la. Elle va chialer. C'est ça le problème. Et au nom du chiolage des autres, on va accepter de se redéformer pour plaire à on ne sait plus trop qui. Parce qu'en fin de compte, on n'arrive jamais à être tout à fait zombie. On n'arrive jamais à être tout à fait l'esclave des nôtres. Alors on l'est plus ou moins. L'étant plus ou moins, on est plus ou moins soi. Ce qui fait qu'on réussit jamais à plaire totalement à l'autre, puis on se plaît jamais totalement à soi. Fait que branchez-vous. Servez-vous ou servez autrui. Mais pas entre les deux. Si vous servez autrui, vous l'empêchez de se prendre en main. Si vous vous servez vous, vous le libérez. Il devra se prendre en main. Pas il peut, il devra. C'est ça le problème. C'est dramatique pour l'autre parce qu'il est obligé, il n'y a pas le choix émotif, il n'y a pas le choix égoïque, il n'y a même pas le choix mental, il n'y a pas le choix. Il devra faire son lavage, il devra faire ses céréales, il devra appeler son taxi, il devra se commander une pizza, il devra changer les postes, il devra se prendre en main. C'est sûr, puis le gros problème de ce mécanisme-là, mais ça économise de l'énergie d'une façon effarante, c'est ça. C'est que Guy me dit, veux-tu me donner de l'eau? Je dis, ben prends-en de l'eau. Mais normalement, quand on se sent comme ça, on est toujours bête. Prends-en de l'eau. C'est pas bon pantoute pour préparer l'autre. Mais remarquez que chaque fois qu'à un moment donné, vous avez l'énergie de dire non, c'est presque toujours bêtement. Frustrant à l'ego, ça déclenche une guerre d'ego, l'autre va riposter. Oh, serre-toi-en. Je vois si t'es capable. Ça, c'est de l'ajustement, c'est de la diplomatie. C'est de l'hypocrisie. C'est ça, de l'ajustement. Alors, je lui dis, ben, serre-toi-en, je vais voir si t'es capable. Fait qu'il s'en sert. Ah, ben, t'es capable, ben, crime, je viens de savoir ça. La prochaine fois, on va le savoir, hein? Moi, je suis capable, toi, t'es capable, tout bout. Ben là, il est fait. Puis la deuxième fois que tu lui dis, il te demande, peux-tu me servir de l'eau? Tu lui réponds, serre-toi-en donc. Ben, voyons donc, là, qui c'est qui te prend? Ben, rien, j'ai découvert que tu étais capable. On est capable tous les deux. Serre-toi-en. Puis là, les personnes vont dire, ah ben, tu vas pas me commencer ça. Là, je parle de l'eau, là, mais regardez dans les couples, puis regardez aussi au niveau des compagnons de travail, regardez au niveau de n'importe quoi. C'est pas parce que ça fait 5 ans que tu promènes le même voisin à son travail que lui a un droit acquis. Même légalement, ça prend 30 ans. Il n'y a pas de droit acquis. Mais on a toujours ce phénomène du droit acquis. Parce que au nom du fait qu'on a toujours agi comme ça, ou que l'autre a toujours agi comme ça, c'est un droit acquis. Il y a un de mes gars qui disait à un moment donné, comment c'est que le lavage n'est pas fait? Je dis, ben, crime, tu fais que salir, lave-les ton linge. Ben, crime, c'est à la mère de laver le linge. C'est ça un droit acquis. Ça n'a pas été acquis longtemps, remarquez bien, parce que maintenant, c'est lui qui fait son lavage. Mais le droit acquis, c'est le point clé qu'on va servir contre votre transformation pour vous empêcher de bouger. Être capable de dire non devient immensément important parce que c'est un pas fondamental vers l'homme nouveau,
vers la libération, pas vers le concept, vers le bien-être, puis pas vers le concept non plus, vers soi. Puis encore là, pas vers le concept, une réalité. Être capable de je dis bien pas dire non, mais être capable de dire non. L'être humain qui dit toujours non, il dit non. Il faut développer le fait d'être capable de dire non. Alors, un soir, ça me tente pas, puis là, je me sens tout tiraillé parce que l'autre, il manipule. Non. Alors, on attaque. Pourquoi? Non. Alors, on continue à attaquer. Donne-moi au moins une raison. Ça, c'est le piège. Avancez-vous pas sur le tremplin. Mais la raison, c'est que ça me tente pas. C'est pas une raison. Parce que si vous donnez une raison, lui va vous la démolir. Parce que lui va avoir une raison comme lui. Puis la raison que la personne vibre tout de suite, c'est le oui. Alors, donnez-y pas des raisons. Parce qu'à soir, je suis fatigué. T'es toujours fatigué. Parce qu'à soir, je file pas. On va vous en sortir. Non. Pourquoi ce soir, je dis non? Oui, mais il devrait avoir une raison. Oui. Non. Ou s'il va absolument vous étrangler, vous dites oui, j'ai une raison. Ce soir, ça me tente d'essayer voir si je suis capable de dire non. Ben là, il est sur un mur bien raide. Puis le lendemain, je ne peux pas répéter la même chose. Ce soir, je trippe de dire non. Non. Non, mais pensez-y, puis il y a des moyens. Mais faites attention, il y a des pièges, mais faites une autre chose aussi, il faut faire attention. C'est comment vous allez empêcher les autres. Parce que vous allez employer les mêmes tactiques qui vous puent au nez, quand c'est un autre qui l'emploie. Alors, l'humain doit être capable de dire non à ses propres structures manipulatrices vers l'extérieur. Il doit être capable de dire non à tout ce qui est manipulateur de l'extérieur. C'est réciproque, ce travail. Ce n'est pas unilatéral, ça doit être bilatéral. Je suis capable de dire non à toutes les tentations que vous avez de me charrier, mais je suis capable de dire non à toutes les tentations que j'ai de vous charrier. Viens-tu asseoir? L'autre, non. Alors, tu dis ça pour me niaiser, non? Parce que moi, hier, j'ai dit non, fait que là, tu as décidé que toi aussi, tu vas triper sur être capable de dire non. C'est ça. S'auto-légiférer mentalement permet donc aux autres d'être libres. S'auto-légiférer motivement, ça veut dire que vous essayez de ramasser tout l'extérieur pour vous-même. C'est pour ça qu'on met des lois collectives. C'est pour ça qu'il y a une morale collective. C'est pour ça qu'on instruit collectivement. Parce que chacun est manipulé, charrié par son plein émotif selon l'expérience qu'il a. Et là, on arrive à des guerres à ne plus finir. Guerre civile. Alors, être capable de dire non au niveau des individus, mais au niveau de toutes les formes de manipulation. Faites un travail traumatisant. Demandez-vous, qu'est-ce qui est bon pour vous? Et là, vous allez devoir écrire les réponses. Puis après ça, essayez de dire non à ce qui va essayer d'altérer ces réponses. Puis essayez de les appliquer, puis vous allez voir que ça va être souffrant parce que vous êtes assujetti à la conscience collective. Mais à un moment donné, vous ne serez plus assujetti à ça. Et le premier pas, c'est ça, c'est être capable de dire non, parce que de cette façon, non seulement on s'individualise dans sa conscience, mais on garde énormément d'énergie pour soi. Ça va avoir une question, là, j'ai fini. Disons qu'on... Enfin, c'est une bonne question. Non, je remarque, j'osais justement un gars à midi, un antiquaire, il me disait, l'inverse est vrai aussi. Il me disait, je fais 40 ou 50 places où on me dit non. On veut pas les vendre, on veut les laisser pour nos enfants. Il dit, quand je frappe quelqu'un qui me dit oui, je suis tout décontenancé. Soit que je charge trop cher, je me culpabilise, ou je charge pas assez cher, puis je suis pas satisfait de moi, tu sais. Le processus est vrai dans les deux sens. Au niveau de l'énergie, apprendre à dire non. Comment faire? Tu disais tantôt, je pense que c'est une bonne piste. Faut dire non, mais sans frustration, sans agressivité dans la voix. Il faut que ce soit un non qui s'aille global. Doux, c'est ça. Un non aussi réel que le oui, sinon plus réel que le oui souvent. Mais il est souvent agressif parce qu'on a trop dit oui alors qu'on devait dire non avant.
C'est la Exactement. charge émotive C'est ça. qui est Et comme reportée. l'autre, automatiquement, vient toujours nous agresser quand on dit non, on le plante tout de suite à terre en criant, puis en disant de quoi de bien vrai, d'énormément énergétique, de trop brusque. Alors, il faut apprendre à vivre le non. Simplement, lucidement, implacablement, merveilleusement. C'est facile, dire non. Si vous avez des questions là-dessus, écrivez-les, puis oui, je vais répondre. Merci beaucoup.